Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette chaîne Atypique Logos où je m'en vais aujourd'hui à la rencontre de Mathieu. Mathieu qui va nous raconter comment il a fait face aux différentes épreuves qui sont présentées à lui au cours de sa vie. Et je m'en vais en direction donc aujourd'hui de la Normandie. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en dessous de ces vidéos, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, me lâcher un petit commentaire si vous avez des questions. Et puis aussi, n'oubliez pas d'aller sur la chaîne de Mathieu et d'aller voir la chaîne de Mathieu. Je vous mets la petite image ici. Sa chaîne J'irai squatter partout. Où en fait, il nous explique tout le parcours de vie qu'il a eu. L'aménagement aussi de son van pour pouvoir faire des road trips. Et voilà, donc je vous invite fortement à aller voir cette chaîne. Bon ben je vous dis à tout de suite. On fait comme ça. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à toi Mathieu sur ma petite chaîne Atypique Logos. Bonjour, merci de me recevoir en tout cas dans ce beau lieu. Ouais, et puis merci d'avoir répondu à mon appel et à cette interview qu'on devait faire déjà depuis pas mal de temps. Ouais, et merci d'être venu dans ma Normandie natale. On est à Lisieux. Ouais. Et puis ça faisait un moment qu'on avait mis ça en place, c'était avant la petite période de Covid, on va dire. Oui, c'est vrai, ça commence à... Tous ces événements ont fait qu'on n'a pas pu le faire, mais en tout cas aujourd'hui on est ici. Oui. Et puis on va parler de quelque chose, je pense que tu connais, c'est-à-dire de toi. Oui, est-ce qu'on se connaît vraiment? Ça c'est une autre question. C'est une autre question. Avant de commencer cette interview, je voudrais savoir... toi, ta formation et ton métier de base, c'était quoi juste? Alors, mon métier de base, moi je suis animateur socioculturel au départ, intervenant scolaire surtout. D'accord. J'ai fait ça pendant des années, c'est un métier qui me passionne. Je le pratique plus aujourd'hui, on verra peut-être dans l'interview pourquoi, c'est assez compliqué. C'est un métier que je regrette. Ouais. J'ai pas les diplômes pour pouvoir le continuer. Et ma formation, l'expérience d'abord. J'étais animateur de centre de loisirs. Et puis je suis rentré dans une association de cinéastes à Évreux. Qui était une petite association. J'étais gamin à l'époque, j'y allais pour faire des petits films amateurs le mercredi et le samedi. Et puis après je suis parti à Nice pour autre chose. Mon parcours est très, très particulier. Je me suis fait avoir par un faux contrat d'ingénieur de son dans un théâtre. J'ai fait une formation de technicien du spectacle lumière et son à Paris un petit peu avant les années 2000. J'étais tout jeune et beau à l'époque. Et après, dans cette association-là, il y a eu un intermittent du spectacle qui m'a dit tiens, je te donne les coordonnées de mon association, va voir l'APAIO, ce qui équivaut à, à la mission locale d'aujourd'hui. D'accord, ok. Et puis, j'ai fait la formation à Paris, j'ai fait un petit peu de vidéo. De là, j'ai fait un stage à la télévision, à France Télévisions. Je suis retourné dans l'association pour faire un stage un peu plus professionnel. Et en dehors de ça, je faisais des émissions de radio, parce que j'aimais bien aussi la radio. Et de fil en aiguille, au début, le cinéma, la radio, j'étais jeune à l'époque, je fais du cinéma, de la radio, je suis une vedette. Ça y est, c'est fait. Et ça n'a pas duré longtemps parce qu'avec l'association, on a fait des interventions scolaires, j'étais déjà animateur. Après, je suis parti, je me suis fait avoir et je me suis retrouvé barman à Nice pendant un petit moment. J'ai fait des petits boulots là-bas, même babysitter. Et quand je suis revenu, je cherchais un boulot et
Je suis retourné à l'association, ils cherchaient à embaucher quelqu'un parce qu'ils voulaient professionnaliser la structure. Donc ce qu'on a fait, et au début il fallait faire des dossiers, l'administration n'a pas été très bien vue. Et comme on faisait du reportage pour la région, pour la ville d'Évreux, il y a une secrétaire d'État, je crois que c'était au tourisme, qui était venue, on avait filmé l'événement parce qu'on faisait aussi du journalisme. Et là, il y a le préfet de l'Eure qui m'a vu travailler et qui a dit au président de l'association, il est bien le jeune, parce que j'étais encore jeune à l'époque, et on lui a expliqué un petit peu la démarche qu'on avait été refusée. Il a juste mis un post-it, il serait intéressant que monsieur Lenné, donc moi, puisse intervenir professionnellement pour cette association. Et là, j'ai été directement, le dossier est passé tout de suite. Le deuxième, ils n'ont pas lu, ils ont vu le post-it du préfet et voilà. Et j'ai eu ce que pourrait appeler entre guillemets un coup de chance, la bonne rencontre. Et puis, je faisais quand même quelque chose de très enrichissant, du reportage sur différents sujets. Donc, ça me permettait d'avoir une culture par rapport au sujet que je filmais. Et on faisait beaucoup d'interventions scolaires. Et les interventions scolaires, la communication avec les enfants, essayer de leur apporter quelque chose. Je me suis vite aperçu que quand j'apportais quelque chose aux enfants ou aux ados, eux aussi, finalement, par leur réaction, m'apportaient quelque chose. Ils m'ont aussi appris la vie. Alors, je faisais de la présentation de films, de courts-métrages venant du monde entier ou des ateliers vidéo. Et après, en parallèle de ça, je faisais des émissions de radio, mais en tant que bénévole. J'étais animateur radio sur de la radio locale associative. D'accord, ok. Donc tu as rencontré pas mal de jeunes, donc les tranches d'âge, tu travaillais avec des... Oh, j'ai même fait des adultes, donc les tranches, même des personnes âgées, j'ai fait une séance ou deux en maison de retraite. D'accord, ok. Donc très très éclectique au niveau de l'accompagnement. Et moi ce que je voulais savoir aussi, c'est, outre le fait de ce parcours professionnel, parce que moi je t'ai connu par l'intermédiaire en fait de tes vidéos. Ouais. Donc ça fait combien de temps maintenant que tu fais tes... J'ai commencé en mai 2019. D'accord. Et je voulais savoir ton état d'esprit à l'époque. Comment il était ? Je sortais d'une période vraiment très très difficile et cette chaîne de YouTube, c'est ce qui m'a permis de me reconstruire. D'accord. J'ai eu une période très 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 difficile qui a duré une dizaine d'années, faite de malheurs, on peut dire. Le premier, c'était la perte de mon meilleur ami qui est parti d'une saloperie qui s'appelle le cancer généralisé. C'est un ami, il était beaucoup plus âgé que moi, il aurait pu être mon père. C'était un voisin de là où je travaillais. Je l'ai connu, c'était avec un copain de mon âge. On avait mis des papiers dans les boîtes aux lettres pour aider les gens, pour faire un petit peu d'argent de poche. On proposait de tondre la pelouse et tout ça, comme font tous les gamins, les gamins de l'époque en tout cas. Et on le connaissait, on le voyait comme quelqu'un d'alcoolique, il était alcoolique, mais on le voyait pas comme quelqu'un de cultivé, et c'est lui qui nous a répondu. Et comme mon pote était quand même un peu plus jeune que moi, j'y suis allé, à l'époque, les parents s'inquiétaient et tout ça, mais il y avait des règles bien établies, on était capable d'aller quand même chez quelqu'un, c'était pas la même époque qu'aujourd'hui. Ouais. Donc je suis allé à sa rencontre et je me suis aperçu avec le temps que c'était quelqu'un de très très intéressant, et c'est devenu mon meilleur ami. J'ai pu me confier, il m'a parlé de son alcoolisme, je l'ai aidé, il a réussi à arrêter de boire et à revenir dans la vie professionnelle, parce qu'il a été formateur en centre de formation professionnelle. Quand il a arrêté de boire, ça a mis du temps, mais il a réussi à arrêter pendant une dizaine d'années. Et puis le cancer, évidemment, il mélangeait les antidépresseurs, il se trompait, il mettait, j'en rigole un petit peu maintenant parce que lui en rigolait aussi, mais il se trompait dans ses médicaments, il prenait les somnifères avec du vin blanc à 8h le matin. Donc le mélange n'était pas trop... Mais il tenait le coup quand même, et on s'est beaucoup soutenus mutuellement, et c'est devenu vite, et c'est quelqu'un qui était très très cultivé. D'accord. Et sa culture, je pense qu'elle a réussi à ce qu'il s'en sorte. Et il est décédé en 2009. Après, j'ai perdu mon boulot pour licenciement économique. D'accord, donc
nouvelle déception, Nouvelle déception, et en même temps, je travaillais avec quelqu'un qui avait un comportement particulier, qui faisait encore mai 68 en 2010, qui était, il s'en est jamais pris à moi, mais je devais faire attention à son comportement parce qu'il pouvait péter les plombs, et malheureusement il a fini avec des problèmes psychologiques assez graves, et il y avait des conflits avec les gens, pas des clients parce qu'on était une association, mais il y a eu pas mal de conflits. Il maintenait, parce que c'était quelqu'un qui était dans une situation assez difficile, donc il maintenait dans son association parce qu'il habitait dans le local et puis tout ça, mais ça devenait pas dangereux, mais moi quand on faisait des stages de formation pour les jeunes, j'étais obligé de prendre en charge les jeunes parce qu'ils avaient peur de lui, etc. C'était compliqué, quoi. C'était très compliqué, très fatigant, et il comptait beaucoup les heures. Mon emploi était déjà sur la sellette depuis un moment à cause des revenus et puis tout ça, donc il fallait que je fasse plus d'heures, donc je faisais des semaines des fois, pas tout le temps, mais il m'arrivait à faire des semaines de 70 heures pour travailler sur un dossier, un projet, pour que ce projet soit payé et qu'on dégage mon salaire là-dessus, et j'adorais mon travail, Oui. et en même temps il y avait tous ces problèmes-là, et ça a été un gâchis quelque part, ça a été un gros gâchis parce que j'adorais faire ce que je faisais quand il n'était pas là, et quand il était là, avec son comportement, avec son obsession pour les statistiques et puis tout ça, ça gâchait mes méthodes, et moi je m'entendais très bien avec les enseignants d'Évreux à l'époque, et c'était quel gâchis, quoi, quel gâchis, parce qu'aujourd'hui j'y serais encore, on aurait fait évoluer. C'est quelqu'un qui a plus de 80 ans maintenant. Il voulait me laisser les rênes de l'association. Moi j'avais un contact avec le maire d'Évreux de l'époque, Michel Champredon, et il m'avait dit, oui, on pourrait voir que tu maintiennes l'activité parce qu'elle est intéressante, que ce soit le reportage, ce sont plusieurs trucs, le reportage, le film de commande ou l'éducatif, et avoir un petit salaire de la mairie pour faire ça, être en partenariat avec la mairie, avoir un petit salaire de la mairie, et comme je faisais partie de la radio associative d'Évreux à l'époque et tout ça, on aurait pu faire un pôle audiovisuel qui aurait pu être intéressant, et non, il n'a pas voulu lâcher les rênes, il n'a pas voulu se moderniser, il n'a pas voulu... On tournait avec encore des caméras à cassette à l'époque, c'est pour ça qu'aujourd'hui avec elle je galère un petit peu, parce que les formats d'aujourd'hui je les connais moins, mais on était déjà dépassés à l'époque. Je sais me servir d'une caméra de télé, de tout ça, mais ces petits trucs là aujourd'hui je me perds dans les menus. D'ailleurs mes abonnés voient bien que des fois je galère un petit peu, quoi. Oui, mais il n'y a pas de raison que ça s'améliore avec le temps. Oui, il suffit que je m'y mette. C'est ça. Donc après cette période, tu as perdu cet emploi là, en fait. Et qu'est-ce qui t'est arrivé après par la suite ? J'ai arrêté la radio aussi quand j'ai perdu Yves, donc mon ami en question. J'avais plus le courage. Et puis après, il y a des gens de la famille qui sont partis aussi les uns après les autres. Donc un oncle, mes 4 grands-parents sont partis dans cette période-là. Ça a été un petit peu dur. Après, ça a été les problèmes financiers parce que j'étais pas bien. J'adorais mon travail, mais c'était un emploi aidé, donc c'était un peu plus que le SMIC, mais j'avais le loyer à payer et puis tout ça. Et puis je suis tombé dans un truc où je me laissais vivre, quoi. Je m'en foutais de tout. J'avais plus vraiment de but. J'avais perdu. Parce qu'il faut dire aussi que j'étais encore. Ça fait pas si longtemps que ça, mais j'étais encore jeune et j'avais une certaine, entre guillemets, une notoriété dans Évreux. Les gens me connaissaient. J'étais invité dans les cocktails de la ville, du département. Je faisais partie, je dis ça avec beaucoup d'humour, mais je faisais partie un peu des VIP d'Évreux à l'époque. Et tout s'est arrêté d'un coup. Plus de radio, plus de public, plus d'activité. C'est descendu au niveau du moral à ce moment-là C'est descendu jusqu'à un grand malheur qui est passé en 2016, c'est pas si vieux ça. C'est mon frère est décédé dans un accident d'avion. Il était, il a commencé par être militaire, il a été aussi motard, mais amateur. Il faisait des courses sur le circuit de Coluche d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Il était passionné de moto. Après, il a arrêté un peu la moto. Il a dit quand on arrive à 40 ans, on est un petit peu moins énergique. Et
après, il s'est mis, quand il a arrêté sa carrière militaire, la condition était d'avoir quelque chose en partant. Tu prenais pas ta retraite militaire comme ça. Comme D'accord. lui, il n'avait pas envie d'être officier parce que le boulot chez les officiers ne l'intéressait pas. Il s'est reconverti et il a été mécanicien dans l'aviation, la petite aviation. Il était, D'accord. comme chez les militaires, il était dans la transmission. Il est resté un petit peu là-dedans et puis il faisait de la mécanique de petits avions, d'hélicoptères et puis tout ça. Puis il faisait partie, à un moment il s'est retrouvé au chômage, mais il avait quelque chose de prévu et il faisait partie de l'aéroclub à côté de chez lui et ils ont dans le Cher et ils ont essayé un avion avec un camarade à lui et malheureusement ils se sont écrasés juste à côté de sa maison, à mon frère. Là-bas il y a des immenses ballots de paille qui font 15 tonnes de paille et l'avion s'est écrasé dessus, il a pris feu et mon frère est parti comme ça. Donc ça a été une épreuve dure parce que j'ai vu le feu. On a été appelé tout de suite ma mère a été appelée par la gendarmerie, moi j'étais à Fontainebleau, ma soeur m'a appelé. Au début j'ai pas trop réalisé parce qu'il était porté disparu, alors ça n'a pas été le drame au téléphone tout de suite, ils vont peut-être le retrouver. Bon, je suis venu très vite rejoindre ma sœur et ma mère et avec ma mère on est venu à la maison de mon frère et puis il y avait le feu. Moi le soir je dormais dans la chambre où j'avais déjà dormi quand j'étais invité chez mon frère et je voyais les flammes, c'était immense, hein. Les pompiers n'ont pas pu, ils ont dit on va laisser le feu faire parce qu'il n'y avait rien autour, ils ont arrosé autour et puis ils ne pouvaient pas l'éteindre, il aurait fallu des litres d'eau et moi j'avais la chambre dans laquelle je dormais, enfin je ne dormais pas en réalité, hein. Oui. Et je voyais les reflets des flammes, ça éclairait la chambre si tu veux. Ouais, donc très compliqué quoi. Ça a été très 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 dur. En même temps je me consolais en disant qu'il est parti en faisant quelque chose qui le passionnait, pas d'une saloperie de maladie. Et mon frère a toujours su qu'il partirait tôt, il nous avait prévenu, il ne savait pas comment, mais il l'avait ressenti. Mais ça a été moi là, vraiment la peur qui a dominé la disparition, c'est que les pompiers m'ont quand même beaucoup rassuré là-dessus, mais ça a été très dur. J'ai eu vraiment, et j'essaye de pas y croire, mais ils m'ont dit qu'il était décédé sur le coup. Moi j'ai eu très très peur qu'il soit conscient et qu'il puisse pas sortir de l'avion. Et ça m'a... C'est quelque chose qui t'a hanté dans longtemps. Ouais, et encore aujourd'hui. D'accord. J'essaye de penser à autre chose. J'essaye, je m'agrive sur le truc. Il est parti en faisant quelque chose qu'il kiffait, quoi. D'accord. Et on va rester là-dessus. À partir de cet événement-là, tu as décidé de monter ta chaîne juste Non. Après, malheureusement, j'étais pas bien. J'encadrais un groupe de jeunes. On avait fait une radio sur Internet ensemble qui s'appelait Webado. Et j'avais des jeunes de Belgique, de toute la France et tout ça, parce que je voulais rester un petit peu dans l'activité que je faisais. Donc notre but, c'était que les jeunes s'expriment. Moi, j'aidais, avant le décès de mon frère surtout, j'étais l'adulte. Donc il y avait un dispositif qui s'appelle Junior Association qui permet à des mineurs de moins de 18 ans de pouvoir créer leur propre association et la gérer légalement avec le ministère de l'Éducation. Il y avait tout ça avec nous et je faisais cette activité-là. Et puis moi, quand il y avait des libres antennes, ce qu'on appelle des libres antennes, où il y avait besoin d'un adulte parce que les jeunes se posaient des questions, il y avait des jeunes qui avaient des soucis et tout ça, j'intervenais, sinon j'intervenais pas dans les autres émissions, mais je faisais ça. Donc j'avais trouvé un moyen de rester dans ma vie d'avant, parce que je regrette ma vie d'avant, bien entendu, hein, par cette activité-là, mais c'était à distance. Et puis avec tous ces malheurs-là, j'étais plus crédible à la radio. C'était plus compliqué pour toi. Voilà, c'est ça. Et il y avait un autre jeune adulte, plus jeune que moi, mais adulte quand même, qui m'aidait à encadrer un petit peu tout le monde. Et quand j'ai perdu mon frère, il m'a dit écoute, il m'a beaucoup soutenu. Au départ, il m'a beaucoup soutenu. Il m'appelait tous les jours. Est-ce que ça va? Il savait où j'étais et tout ça. Il m'envoyait même un message en disant est-ce que je peux t'appeler? Voilà. Et je me suis senti soutenu par cette personne-là et je me suis fait avoir.
C'est-à-dire que j'étais beaucoup soutenu au départ, et puis après, quand je suis retourné chez moi à Fontainebleau, il m'a dit est-ce que tu veux que je vienne, parce que je vois que tu es tout seul, c'est peut-être un petit peu dur pour toi. Et puis bingo, et il est venu, et ça s'est très bien passé. J'étais content qu'il soit là. Il m'a presque redonné le sourire, hein, je dis presque parce que dans une situation comme ça, c'était pas facile. Et puis de fil en aiguille, il lui cherchait à une formation professionnelle qui était sur Paris, et puis Fontainebleau est pas loin de Paris. J'ai dit écoute, prends le temps que tu veux, et puis emmène quelques affaires, et puis moi je t'héberge le temps que tu trouves. Et il s'est installé chez moi, et là le comportement a changé petit à petit. Ça a commencé par des petits reproches de ma façon de faire la cuisine, des petits trucs. Au début on se dit il a peut-être raison finalement. Moi j'avais perdu toute mon énergie, j'étais quand même plus âgé que lui, hein, mais j'avais perdu mon énergie. Il a profité un petit peu de ce moment-là. Et puis après, c'était de plus en plus d'exigences, de reproches sur ma façon de m'habiller, sur mon âge, sur n'importe quel prétexte, jusqu'à effectivement des exigences de faire la fête le soir, de mettre la musique à fond toute la nuit. Si je l'éteignais, ça partait dans la violence et tout ça. Moi, j'essayais au départ de l'aider, grosse erreur, j'essayais de l'aider, la première fois, j'y ai pardonné. Il a quand même cassé mon ordinateur, hein, mais j'y ai pardonné en disant écoute, tu vas pas bien, ressaisis-toi. Alors il a été adorable pendant, je sais pas, peut-être un mois après, mais vraiment je vivais, j'avais plus rien à faire, hein, histoire de rabaisser les tensions, voilà. Et après ça repartait de plus belle, et jusqu'à me faire casser la gueule, n'osant pas me défendre. Alors ça, je sais pas pourquoi, je m'en vais un peu, j'aurais dû lui foutre mon poing dans la gueule aussi. Excusez-moi pour les gros mots. Voilà. Je t'en prie. Des fois, et puis je me disais, c'est quelqu'un qui souffre, et je veux pas m'en prendre à quelqu'un qui souffre. Et il en a profité, et voilà. Et il m'a fait une vie d'enfer. Et quand il voyait que je commençais à y retomber, il redevenait quelqu'un de tout à fait gentil. Donc il y avait des phases comme ça. Il sentait que en fait, tu commençais peut-être à te rebeller un peu, là il revenait de gentil peut-être, non? Oui, c'est ça, quand il voyait que je risquais fortement de le virer de la maison, et puis voilà. Et c'est lui qui commandait. C'est lui qui commandait. Alors on n'était absolument pas en couple, mais on était colocataire, on était colocataire à titre gratuit pour lui, en tout cas, parce que c'est moi qui l'hébergeais, c'est lui qui s'est installé comme si c'était sa maison. Et je me sentais comme si lui, il était le mari d'une femme qui est maltraitée. À un moment donné, voilà, on n'était pas en couple du tout, mais ce que les femmes vivent quand elles sont maltraitées par leur mari, et j'étais bloqué en même temps. Je me disais, mais défends-toi, et j'y arrivais pas. Tu y arrivais pas? J'y arrivais pas. D'accord. Il y avait quelque chose, et jusqu'au jour où je me suis dit, par contre, si je me défends, là, ça va être dangereux pour nous deux. Et il y a un moment, il m'a provoqué, ça c'était dans l'année 2018, il m'a provoqué, il y avait un truc, j'avais réussi à lui faire arrêter l'alcool, parce que ça c'était un fléau aussi. Et puis on était dans un magasin en train de faire les courses, et puis il m'a dit, de toute façon quand j'aurai envie de reprendre, je reprendrai. Et là j'ai senti comme une boule froide qui m'a descendu du bas du dos jusqu'en haut. Et là, j'ai dit, lui, c'est fini. Je ne sais pas comment que ça va se faire, c'est terminé, là, c'est stop. Et j'ai trouvé comment le manipuler, entre guillemets. Il y avait une partie de vrai, mais à mon tour, je l'ai manipulé, et j'ai dit que le propriétaire de la maison souhaitait revendre la maison, que moi, j'avais trouvé un travail en Normandie, que je revenais en Normandie. Là, c'était un moment, il était retombé assez gentil, alors j'ai joué le jeu à être gentil avec lui. Ton but, toi, en fait, c'était de couper le lien. C'était de couper le lien. Et ça, tu l'avais compris justement par par ce qui t'avait dit là, et cette boule que tu as ressentie, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et parce que je peux pas tout raconter, mais il m'a pourri vraiment la vie, hein. J'ai une dette financière après. C'est lui qui a fini de me détruire quelque part. D'accord. Comment tu as fait après pour rebondir? Et après, pour rebondir, j'ai pas rebondi tout de suite, et je suis en train de rebondir là. Je n'ai pas totalement rebondi, je suis en train de rebondir. Je suis joyeux maintenant, hein, mais j'ai commencé par retourner chez ma mère, donc à Bernay, et j'ai été éteint. Je n'osais pas dire ce qui m'est arrivé. En partie oui, mais la dette financière et tout ça, je n'osais pas en parler, et je suis resté dans ma chambre.
chez ma mère, qui a compris qu'il se passait quelque chose aussi. Et je suis resté dans ma chambre à regarder des vidéos toute la journée, à pas faire grand chose, à pas savoir. Et je suis tombé sur, pas une vidéo, mais à la télé, j'ai vu la vidéo de The Vadrouilleur, pas la vidéo, un reportage sur The Vadrouilleur Forever, sur le voyage en famille. Bon, moi, j'ai pas d'enfant ni rien du tout, mais le côté voyage avec un truc aménagé, je commençais à m'intéresser, mais juste pour regarder les vidéos. Puis après, j'ai découvert leur chaîne YouTube. Donc j'ai regardé, j'ai trouvé un peu les vidéos marrantes et tout ça. Puis après, dans les commentaires, j'ai vu de plus en plus de gens. Alors là, j'ai découvert Kangoo Van, qui lui, par son principe d'aménagement de son Kangoo à l'époque, m'a commencé à m'intéresser. Mais il y avait aussi Annabelle un petit peu après. Tous ces gens-là, il y avait CC Van Life à l'époque et tout ça. Et là, ça a cheminé et j'ai dit c'est ça que je vais faire. Et j'avais pas le permis, j'avais pas l'argent pour le passer. Moi, quand j'étais plus jeune, quand j'avais l'argent, j'avais plus le temps. Et quand j'avais le temps, j'avais plus l'argent pour le passer. Donc les années ont passé très vite. Donc j'ai passé mon permis à 42 ans. Et je l'ai eu. Félicitations à toi. Merci beaucoup. Et un jour, en mai 2019, j'ai dit tant pis, je me lance. J'avais pas un radis, j'avais des dettes, j'étais pas payé, j'avais pas mes revenus depuis des mois parce qu'il y avait le changement de la CAF entre les régions, ça a été une horreur. J'ai dit je vais le faire, je me fous de savoir comment, mais je le ferai et je lâcherai pas l'affaire. Et aucun moyen de savoir comment, c'était de la folie. Oui. Et je me suis dit, je l'avais dit dans mes premières vidéos, j'ai appelé ma chaîne J'irai squatter partout parce que c'était bien l'esprit. Et j'avais dit je sais pas comment je vais faire, mais voilà mon objectif. Et une fois que je me suis lancé dans ma chaîne, je me suis dit, je pensais à ne pas avoir d'abonnés pendant des années. Je ne faisais pas de pub d'ailleurs, j'évitais la pub, c'était un entraînement pour reprendre un petit peu la vidéo. Et puis, comment dire, je perds un petit peu mon fil. Je me suis dit, je vais y arriver coûte que coûte. De toute façon, même si ça prend 20 ans, j'y arriverai. Et puis là, je me suis retrouvé à être beaucoup plus actif, de sortir un petit peu de ma chambre. J'étais un petit peu secoué par ma mère, des fois un petit peu injustement, des fois un petit peu plus justement. Mais j'ai abouti dans une association de réinsertion. Et j'ai vraiment pris tout ce que cette association-là pouvait m'apporter. Donc j'ai commencé par créer ma micro-entreprise parce que pour gagner un petit peu de sous, je fais de l'entretien et nettoyage de sépultures. Parce que la mort, c'est quelque chose qui me touche, évidemment. Et puis le respect des défunts et puis des personnes âgées. C'est en allant voir la tombe de ma grand-mère un jour, je dis à ma mère, les gens... Il y avait beaucoup de gens qui disaient, les gens, ils n'entretiennent même pas les tombes. Mais il y a des gens qui ne peuvent plus, qui sont trop loin. C'est ça. Qui peuvent plus se baisser avec un... Voilà. Et j'ai proposé de faire ce service-là pour pas cher, parce que je veux pas ruiner les gens. Voilà. Et j'ai une cliente qui habite dans le sud-ouest, elle me dit, écoutez, parce que c'est... voilà. Elle me dit, écoutez, moi ça m'arrange, parce que ce que vous demandez en autoroute, en frais d'essence, ça me revient aussi cher. En train aussi, si je dois loger à l'hôtel, ça me revient aussi cher. Et puis des petites mamies qui ont pu la force de le faire. Donc je rends ce service-là et j'essaye de faire à un prix qui m'arrange moins parce que ça me fait gagner, qui m'arrange moi, je veux dire, parce que ça me fait gagner un petit peu de sous en complément du RSA que je touche pour l'instant, et qui me fait, on évite de dire que je travaille pas, RSA, feignant et tout ça. Non, je travaille. Tu construis quelque chose. Voilà, j'ai construit, voilà, c'est ça. Et puis, voilà, les personnes défuntes ont le droit d'être respectées aussi, leurs descendants ont le droit aussi. Donc pour l'instant, je fais ça, puis je vais aboutir sur d'autres choses. Et vraiment, et là, j'ai fait la formation pour gestion de petites entreprises avec le Chambre des commerces. Et puis après, avec l'assistante sociale de cette association-là, on a commencé par... j'ai refait une petite remise à niveau. J'en avais pas extrêmement besoin par rapport à d'autres. Mais c'était rémunéré. Ça me permettait aussi d'avoir mes projets, de souffler financièrement. Et puis de rencontrer des gens, parce que j'étais pas très bien à ce moment-là. Donc ça m'a permis de rencontrer des camarades de formation
formation et tout ça, parce que j'étais en train de tomber dans une espèce de dépression, hein, Oui. voilà, donc ça m'a fait ressortir un petit peu, et de là j'ai commencé à acheter un petit peu de matériel vidéo, à développer ma chaîne, et d'avoir de plus en plus envie. Et là c'est là qu'il fallait que je fonce, et il y avait la possibilité, je me suis fait prêter un scooter, un petit 50 cm qui m'a donné une petite liberté au départ. Il y a le road trip sur ma chaîne YouTube et tout ça qui a amené beaucoup de monde aussi sur ma chaîne YouTube. Donc ça m'a apporté une première reconstruction. Ouais. Et puis il y avait l'opportunité de pouvoir passer le permis pour même pas la moitié du prix. Entre temps, j'ai touché une petite part d'héritage de mon frère, donc ce qui m'a permis de payer un petit peu de matériel vidéo, et surtout de la part du permis que je pouvais. Donc mon permis, c'est mon frère qui me l'a offert, hein. Et puis ma petite caméra aussi quelque part. Donc il y est pour quelque chose. Il l'aura pas vu, mais il y a un petit peu quelque chose dans ma reconstruction. Donc il vit toujours quelque part de cette manière-là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je perds un petit peu. C'est ce qui m'arrive beaucoup dans mes vidéos. Je parle, et puis je perds le fil. Mais il n'y a pas de souci. Donc on t'a prêté ce petit scooter, tu as commencé déjà... Oui, pour 30 € par mois. J'ai commencé à rouler avec à 45 km/h, cheveux dans le dos, enfin vent dans le dos, je veux dire. Et après, tu as passé ton permis de conduire. Voilà, alors il fallait que je passe des épreuves parce qu'ils ne donnent pas cette possibilité-là à n'importe qui. Et l'assistante sociale qui s'occupait de moi a fait vraiment tout ce qu'elle pouvait pour que je l'ai. Alors on a eu des mathématiques, du français, parce qu'ils veulent avoir 100% de chance que les gens l'aient. Oui. Entre guillemets, je dis ça avec humour, mais ils évitent de donner ce budget-là à des débiles, si on pourrait dire. Je dis ça avec un grand humour, hein. Oui. Voilà, c'est des gens ils sont sûrs qu'ils n'ont pas le niveau du tout pour l'avoir. Donc j'ai passé les petites épreuves et puis tout ça. Et puis ça a mis du temps quand même, hein. J'étais accepté et j'ai commencé les leçons de code. Alors ça c'était génial parce que je rigolais bien. C'était pendant le Covid d'ailleurs. On était à distance c'était pas Discord, mais c'était un truc comme ça. Et puis j'avais toujours une singerie à dire et tout ça. J'essayais de rigoler aussi parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans ma situation, hein. On était en cam et puis tout ça. Il y avait beaucoup de gens qui étaient dans ma situation. J'étais pas le seul à être. Et puis passer mon code à la poste, que je l'ai eu du premier coup. La conduite, ça a été beaucoup plus difficile. Non pas que j'étais plus idiot qu'un autre, mais j'ai eu un cancer qui s'appelle une leucémie atricoleucocyte. C'est les globules blancs qui délirent. Et j'ai eu des chimiothérapies qui m'ont pas fait perdre mes cheveux. Ils sont toujours là. Pour un moment, une durée indéterminée, on ne sait pas, mais ils sont toujours là. Mais par contre, ça a été très très difficile, les suites de la chimiothérapie. Et c'était le moment où je passais mon permis, donc je l'ai raté la première fois. La deuxième fois, je le sentais pas trop, et j'ai perdu aussi le propriétaire de la maison que j'avais à Fontainebleau. C'était un autre très très bon ami. J'étais dans le deuil aussi à ce moment-là. Donc j'ai raté la deuxième fois, mais ça s'est fait très vite. Je l'ai passé une semaine après, et cette fois je l'ai passé en automatique. D'accord. Parce que je souffrais encore des effets des médicaments, j'avais mal dans le dos, je l'ai eu avec, je sais plus, 29 points sur 31 en automatique. Et là, ça vient de changer, mais il fallait attendre 3 mois à l'époque pour pas le repasser, parce que tu le repasses pas, mais tu fais 7 heures d'auto-école en boîte manuelle et on te valide le permis. Moi, je voulais pas l'avoir qu'en automatique. Il suffit d'avoir un autre véhicule à conduire. Le mien, de toute façon, c'est un boîte manuelle. L'automatique, pour moi, c'est très bien pour ceux qui aiment ça, mais c'est un peu un permis incomplet, si tu veux. Oui, je comprends. Peut être amené à conduire des véhicules voilà. Donc je l'ai eu. Après j'ai acheté mon patoche, donc mon fourgon aménagé. Ton fourgon, voilà. Enfin mon fourgon à aménager. Ouais. Et puis au départ j'avais un petit peu peur de la conduite. Je ne l'avais pas trop dit sur mes vidéos, mais j'aimais pas trop conduire. Et à un moment je me suis posé des questions. J'ai peur de conduire, merde, je vais avoir. Et puis après ça s'est fait. Oui, naturellement. Tu as pris confiance en toi au fur et à mesure. Oui, j'ai encore des petites peurs. J'ai peur de prendre l'autoroute et j'ai peur de doubler parce que c'est pas un foudre de guerre. Et une fois j'ai doublé un petit jeune qui était dans les voitures en plastique là, une petite amie, ça roule pas. Ouais, ça. Non. Mais j'ai eu du mal à le doubler et je me dis merde.
Si j'ai un camion à doubler et tout ça, j'ai le temps de... Bon, j'ai encore cette petite crainte-là. Oui, mais sinon, une fois qu'il est lancé, il roule bien. Et puis ça va venir avec le temps aussi. Oui, puis... Enfin, tu vas te oui, puis familiariser. j'ai choisi une vie où j'ai le temps aussi. Ouais, c'est ça. En tout cas pour le moment. La van life, c'est pour prendre le temps aussi. Donc moi, ce que j'aimerais savoir par rapport à toute cette expérience de vie qu'on n'a pas détaillée vraiment dans le fond du fond, parce qu'on passerait plusieurs heures. Plusieurs jours, ouais. Oui. Mais ce que je voudrais savoir, et ce qui m'intéresse dans ton parcours de vie, c'est comment toi, tu as trouvé à chaque fois le ressort pour te dépasser. Il y a un moment où tu te dis, tu n'as plus le choix. Faut que ça passe, il y a rien à faire, faut que ça passe, parce que sinon, c'est fini. Et tu ne sais pas comment ça marche. Il y a un truc, il y a des situations, alors je n'ai pas tout dit, mais il y a un moment, j'étais en formation professionnelle, j'ai fait une formation pour un diplôme qu'on appelle le BPGEPS. Ouais. Malheureusement, le centre de formation dans lequel j'étais a déposé le bilan pendant la formation. Ouais. Donc on n'était plus stagiaire BPGEPS, on était payé, parce que c'est une formation longue sur 2 ans. Hein. Normalement, il faut y aller avec le bac. Moi, mon expérience a fait que j'avais pas eu besoin du bac pour y aller, mais voilà, et on était payé par la région, et comme le truc était coulé, la région a arrêté de nous payer d'un seul coup. Je me suis retrouvé pendant 4 mois sans aucun revenu, avec toutes les démarches administratives, mais ça avait une chance de reprendre, enfin c'était le bordel, donc 4 mois sans aucun revenu. Et comment je m'en suis sorti, comment j'ai survécu à ce moment-là, je ne peux pas te répondre, je suis toujours là. Oui. Bon voilà, c'est une solidarité entre les stagiaires qui avaient des compagnes, des maris, des femmes qui travaillaient aussi ou qui étaient rémunérés d'une autre façon, parce qu'il y avait plusieurs rémunérations possibles. Oui. Voilà, qui amenaient des paniers de bouffe, à l'époque je fumais, on se partageait un petit peu le tabac qu'on arrivait à trouver, un petit peu les familles de tout le monde, oui, mais pas de revenus pendant 4 mois d'affilée. Voilà. Et vraiment, comment j'ai gardé, je sais pas. Je sais pas, parce que tu es sur le moment, tu n'as plus le choix, c'est comme un couloir que tu dois vite passer. D'accord. C'est un peu l'image que je me fais, et tu n'as plus le choix, et en même temps tu reprends le goût parce que tu es en train de reconstruire quelque chose, donc tu ne retrouves pas le sourire, mais tu es tellement dans l'action de dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, que ta reconstruction, tu n'as pas le temps de penser à autre chose, oui, ni à faire de sentiments pour toi-même. D'accord. Je dois m'en sortir, je fais ça, je fais ça, je fais ça, et tout s'enchaîne. D'accord. Tu as des bâtons dans les roues. Moi, j'ai eu le cancer entre deux. Ma micro-entreprise a du mal à démarrer, justement, à reprendre maintenant. Oui. Mais en plein, pendant que j'étais en train de développer ça, paf, hospitalisation, cancer, peur qui va avec, oui, tout ça. Mais ma chaîne YouTube, c'est vraiment, et les abonnés, hein, dont tu fais partie d'ailleurs, c'était vraiment le truc qui m'a tenu quand j'étais à l'hôpital, que j'étais pas bien et tout ça. Il suffisait de lire des commentaires. Et tout de suite, ça te redonnait. Et ça me redémarre. Et je pensais plus que j'étais à l'hôpital. Tiens, qu'est-ce que je peux faire pour ma chaîne YouTube? Alors, tiens, j'ai besoin de plans d'illustration. Je vais dire à mes abonnés qu'il y a un hélicoptère qui décolle. Tlac, on sort le téléphone, on travaille pour son truc. Et le cancer, il passe à côté. D'accord. Et puis il y avait les infirmières qui étaient très gentilles, des plaisanteries. Je faisais exprès le patient lourd qui fantasme sur les infirmières, mais elles avaient bien compris. Je faisais exprès de faire le très lourd, oui. Quand la porte était ouverte et puis qu'elle passait, je faisais aïe aïe aïe, j'ai mal. Bon voilà, j'essayais de rigoler un petit peu, puis ça les faisait marrer aussi, parce qu'il y a des vrais lourds comme ça, mais moi c'était un peu pour me moquer d'eux. Je faisais pas tout le temps, parce qu'après ça aurait été réellement lourd, oui. Mais c'était toujours trouver ces petites situations, trouver ces petits moments pour sortir de la condition. Voilà, besoin de rigoler, de faire. Moi, j'aime beaucoup faire rire les autres aussi, mais c'est pareil, il faut pas rentrer dans le côté lourd aussi. Et des fois, c'est un petit peu dur pour tout le monde. Ouais. Mais voilà, moi j'aime bien. Quand j'étais dans l'animation, j'aimais bien que les enfants ou les jeunes gardent un bon souvenir de l'activité qu'on avait faite, et puis tout ça, j'aime bien rendre heureux les autres. Des fois même un petit peu trop, parce que... À ton détriment peut-être. À mon détriment, voilà. C'est ce qui m'est arrivé avec la personne que j'ai eue chez moi. En fait, je pense qu'il m'a manipulé. Il s'est servi d'un malheur que j'ai eu pour pouvoir me mettre le grappin dessus. Alors justement, toi, maintenant,
Est-ce que tu commences à penser un petit peu à toi? Bah justement, la van life, c'est ça, c'est partir ça. la liberté. Prendre Ouais. la route, j'ai envie de voir la mer, enfin la mer pour nager dedans, pas la mer à quelqu'un. Hein. Si j'ai envie de voir la mer, je vois la mer. Si j'ai envie de dormir dans la forêt, je dors dans la forêt. Un peu de calme, Ouais. un peu m'éloigner de cette vie agitée où il faut toujours rentrer dans le C'est ça. moule, faut toujours. Non, ça reviendra peut-être, mais pour l'instant j'ai besoin. C'est ça. Je fais quelque chose pour les autres parce que je fais de la vidéo, je vais essayer de partager mes voyages avec ceux qui ne peuvent pas voyager comme je l'ai été. Hein. J'ai été abonné, je suis toujours d'ailleurs abonné à Idriss le Nomade, à Annabelle, Kangouvan, tout le monde, parce que justement ça m'a permis aussi en voyant les vidéos des autres, j'ai voyagé. Et ce qui m'a donné en plus, encore plus, parce que moi j'ai les capacités physiques de le faire, il y a malheureusement des gens qui nous regardent et qui sont des fois dans des lits d'hôpitaux, qui sont dans des, qui ne peuvent plus bouger de chez eux, qui n'ont plus l'âge ou qui n'ont même pas les moyens financiers. Et ben moi j'ai envie de leur offrir, comme le fait Annabelle, comme le fait Idriss ou Lovicar Tribu, ou je fais de la pub pour les autres chaînes en même temps. Mais t'as raison. Ils nous emmènent avec eux. C'est ça. Ils nous emmènent avec eux et moi j'ai pu voyager le temps de ma reconstruction, j'ai voyagé avec le Gaulois, j'ai voyagé avec tout le monde, j'ai voyagé avec eux et ça m'a donné encore plus la niaque pour dire bah moi aussi je vais voyager, pas forcément à l'autre bout du monde, parce qu'on a un très beau pays, il y a tellement de belles choses à découvrir. Selon tes besoins à toi. Voilà, quoi. j'avais déjà la France je connais mais il y a encore des endroits que je connais pas, donc je vais et puis je vais les visiter en liberté. Oui, c'est ça. Et pas forcément très loin, mon premier road trip, ce sera certainement la Normandie. D'accord. Je vais faire ce que j'appelle moi la tournée des fromages. Où dans l'Orne, il y a Camembert, Livaro, tout ça, on connaît tous ça, mais je vais essayer de montrer un petit peu les endroits. Je pense que je vais commencer par ça. D'accord. Et après, je m'éloignerai, alors je ne sais pas du tout. Alors il y a plusieurs possibilités, soit de rencontrer, c'est ma sœur qui m'avait donné cette idée-là, quand je rencontre des gens, je discute, de leur demander, est-ce que vous connaissez un endroit où je pourrais aller qui est intéressant? Ah ben je suis allé en vacances. Et puis après, oui. Bon, il y en a qui vont me dire chez ta mère. Bon, voilà, mais il y a des gens gentils, il y a plein de gens gentils. En réalité, on a peur parce qu'on est influencé par les réseaux sociaux et tout ça, mais il y a énormément de gens gentils encore. Et j'en ai rencontré sur ma chaîne YouTube. Le seul problème qu'il y a, c'est que pour faire apparaître des adultes sur les vidéos, c'est la seule rencontre que j'ai fait, c'était des petits jeunes quand j'avais fait mon road trip en scooter, des gamins. T'es en panne, bon voilà, j'avais passé un bon moment et puis voilà, t'as une chaîne YouTube, on peut passer, bon voilà, voilà, mais bon c'était vachement sympa, mais j'ai rencontré d'autres adultes avec qui et puis quand je leur dis j'aimerais bien avoir votre avis sur une vidéo, j'avais rencontré un gars qui habitait pas loin de chez moi, il dit je me fais pas chier avec le logement, moi tu sais, j'ai acheté un terrain 4 000 €, j'ai fait un abri de jardin dessus, j'ai branché l'électricité avec des panneaux. J'ai dit moi ça m'intéresse. Ah non, ma copine elle voudra pas passer à l'image et il y a toujours. C'est compliqué l'image. C'est très compliqué, ouais, c'est très compliqué. Et j'ai rencontré un nomade à pied. C'était ici à Lisieux quand j'avais fait une vidéo qui est très dure à regarder pour moi maintenant, mais j'avais fait une vidéo ici qui s'appelle Saison 1 et Confidence où je racontais un petit peu ce qui m'était arrivé. C'était dans les débuts de ma chaîne et ce jour-là j'avais rencontré quelqu'un aussi, un nomade à pied, un peu punk à chien, mais et qui m'avait raconté des trucs mais assez sympas et quand je lui ai demandé non je veux pas être bon voilà et puis des personnes âgées aussi qui m'avaient raconté un petit peu et c'est pareil, je savais pas. Mais ça risque de venir quand tu vas aussi commencer à voyager un petit peu aussi. Oui, je pense. Oui. Ça va se faire. Oui, tout à fait. Il faut prendre le temps, on n'arrive pas à quelque chose maintenant, on le fera plus tard. Comme tu as su le faire jusqu'ici. Oui, il faut prendre le... là, je l'ai pris le temps, parce que 5 ans pour... Mais au début de ma chaîne, j'avais dit ça mettra 1 an, 10 ans, 5 ans, je m'en fous, mais j'y arriverai. Et je pense que tu y es arrivé là. Oui, parce que j'ai le permis, j'ai le van, au niveau financier, ça va, même si c'est pas encore... je suis encore un peu dans la merde financièrement, mais j'ai quand même pu acheter mon fourgon, de quoi l'aménager à l'arrache, parce que je veux pas d'un beau truc de chez Roche-Beaubois. Moi, je veux un truc que j'ai aménagé moi-même. À la limite, ça va presque être une chambre d'ado avec des posters, des trucs, le truc un petit peu... C'est ça que je veux, moi. C'est pas le truc avec les beaux meubles en bois,
posé à l'équerre. Non, ça j'en veux pas. D'accord. J'en veux pas. C'est après, si je vis vraiment à l'année, je dis si, même si je pense le faire, mais il y aura peut-être d'autres choses, d'autres idées qui viendront après. Mais voilà, je veux vraiment un truc, on se démerde, la prise. Bon, faut sans se mettre en danger, hein, Oui. mais pas de prise dans les. C'est une rallonge, on branche ça. La douche, mon système de douche, j'ai trouvé ça sur Amazon. C'est une petite piscine pour bébés ou pour animaux Oui. qui se déplie. Voilà, qui fait 1 mètre de large, Ouais. qui a un petit trou d'évacuation sur lequel je branche un tuyau et puis en dessous il y a un bidon en dessous le fourgon, et puis la douche Décathlon là, tu sais que tu pompes, voilà, et je prends ma douche là-dedans, l'eau tombe dedans, et là je suis en train j'ai commandé un rideau de douche en rond là, tu sais, c'est un rond, et puis mettre ça dans sur le plafond du fourgon, et après je démonte ça, je fais sécher, je remets ma table, parce que mon fourgon est assez petit, donc je ne peux pas laisser un salon fixe, je suis obligé de le démonter, j'ai acheté une petite table pliante, et puis et c'est ça que j'aime bien aussi, le truc à l'arrache, à l'arrache.com comme on dit. Ce que j'aimerais connaître aussi maintenant, parce qu'on va arriver vers la fin de cette interview, c'est quel regard toi tu as sur le monde, avec toute ton expérience et tout ton vécu. C'est difficile parce que je dirais pas que j'ai plusieurs regards, mais je me suis fait un bouclier. C'est-à-dire que je vois le monde qui est en train de dériver complètement. Le TikTok, les réseaux sociaux, c'est une horreur. Je te disais, quand on a mangé ensemble ce midi, je te disais, à la limite, les adultes sont plus tarés que leurs gamins sur TikTok. C'est de la drama, c'est des trucs où on se juge, les crises politiques, c'est une horreur. Tout le monde, faut juger l'autre, parce qu'il y a une frustration, les gens ont peur de pas être à la hauteur, et ce qui est pas, faut pas non plus dire que ce sont des mauvais gens et tout ça, mais il y a une panique générale, je pense. Que tu ressens, toi ? Oui, que je ressens, la peur de pas apparaître, peur de pas être dans le moule, comme on dit, peur d'être jugé par les autres, peur de pas avoir, peur de trop avoir aussi, et on se fait sur le regard des autres, et donc on est toujours pressé de tout avoir. Si on n'a pas le bon ordinateur, on passe pour un con. Si on n'a pas le dernier téléphone, il y a des gens qui vont dire que tu as raison, mais voilà, tu peux pas choisir, tu fais en fonction, et moi j'ai envie de choisir, mais il y a toujours possibilité de voir autrement. D'accord. Je te donne un exemple, je te parlais des radios tout à l'heure, les radios associatives, c'est quelque chose que j'aurais bien voulu connaître. Je suis un peu jeune pour avoir connu les années 80, mais le monde de la radio associative, c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup passionné. Ça a disparu. Et cet esprit-là, que des jeunes dans les années 80 branchent des petits émetteurs, radio pirates, se passent enlever les trucs par les flics et tout ça, c'est une époque que j'aurais bien voulu connaître. J'ai connu la fin avec les libres antennes de Fun Radio, mais qui étaient déjà c'était déjà autrement. Et avec la web radio, j'ai essayé de remettre ça, la radio sur internet, donc j'ai essayé de remettre ça en place, et j'y ai un peu réussi. Bon, il y a beaucoup de jeunes qui imitaient ce qui est radio commerciale d'aujourd'hui, malheureusement, mais j'ai essayé de remettre ça en route, et j'ai permis à des jeunes de se réexprimer. Alors pas à la même façon, parce que dans les années 80 on parlait de cul, on parlait de trucs, maintenant c'est plus, ça se fait plus. Il y a des trucs, tant mieux, il y a des trucs, c'est dommage, il y a des trucs, tant mieux aussi, parce que des fois ça allait un petit peu loin quand même, mais on est passé d'un extrême à l'autre. Et j'ai réussi à remettre un petit peu, et là mon ancien métier, je le regrette, licencié économique, il faudrait que je passe d'autres diplômes pour le refaire dans d'autres structures aujourd'hui, mais ce que j'ai fait à la radio et ce que je suis en train de préparer sur YouTube, ça me laisse un petit peu la vie que j'avais avant, et le reste, j'ai décidé de ne pas regarder comment qu'elle était aujourd'hui. Je l'ai trop regardé pendant un moment, et quand je vais partir avec mon fourgon, je ne regarderai plus la vie comme elle est aujourd'hui. Les mauvais commentaires sur ma chaîne, j'en ai eu très peu, tant mieux, et si j'ai un mauvais commentaire, qui dit qu'il n'est pas d'accord avec moi, les gens, au contraire, mais un commentaire insultant gratuit, dès que je commence à le lire, je finis même pas, je l'efface, et je l'oublie réellement aussitôt. Si on me demande qu'est-ce qu'il y avait sur le commentaire, écoute, j'en ai rien à foutre, je me rappelle plus.
Et je lis les commentaires bienveillants, voilà, ou de critiques, parce que les gens ont le droit de critiquer. Oui, aussi. ça nous fait avancer. Quand elle nous construit, et elle nous apporte, elle nous aide à avancer, quoi. Tout à fait, et c'est important, et c'est libre à tout le monde. Des fois je suis pas d'accord, des fois je prends un petit peu sur la critique, mais pas tout. Ouais. Mais j'ai rarement des critiques. J'ai une petite communauté, j'ai un peu plus de 520 abonnés aujourd'hui. En 5 ans, c'est pas beaucoup, Non, mais j'ai une communauté où vraiment les gens sont intéressés par ce que je fais et m'encouragent beaucoup. Et c'est ça qui m'a aidé pour le cancer. Vraiment, je remercie les abonnés de ma chaîne. Il y en a peut-être qui... Parce que je le dirai aussi sur ma chaîne. Oui, tout à fait. Voilà. Donc je remercie les abonnés de ma chaîne qui m'ont encouragé, dont tu fais partie d'ailleurs. Oui, depuis pas le début, mais pas loin, Oui, on va dire. Et puis, moi, c'est ce que j'aimais, le côté naturel, le côté franc, le côté, voilà. Pas de langue de bois, on dit ce qu'on pense sur le moment et notre ressenti sur le moment. Moi je dis pas tout, hein, je parle pas de ma vie oui, intime, non, mais dans ce cas-là j'aborde pas du tout le sujet. Voilà. Ouais, dans ta façon de faire et dans ta façon de dire les choses. C'est voilà, le naturel, moi, qui me plaît. Et pour terminer cette interview, comme je vais prendre l'habitude de le faire, je vais poser la dernière question ultime. Ouais. Quel est pour toi le sens de la vie ? Le sens de la vie, c'est faut faire, faut pas passer à côté des choses. Faut faire, il y a toujours moyen, si c'est pas tout de suite, on a une idée, faut faire, on vit pour faire quelque chose. Ça peut être n'importe quoi, mais c'est ce que je dis des jeunes qui savent plus trop quoi faire, qui restent chez eux. Prends un ballon, prends un skateboard, prends un micro, prends une caméra, mais fais quelque chose, fais-le. Et voilà, c'est ça, faites-le. Là, je m'adresse aussi aux adultes. Vous avez une idée, oh oui, mais non, ton âge, t'en as rien à foutre, fais-le quand même. Voilà, et moi, c'est ce que j'ai fait avec J'irai squatter partout. À un moment, je sais pas comment c'est arrivé, il faut que je le fasse. Et tu l'as fait. Mon fourgon, il est sur le parking. Voilà. Eh bien, écoute, Mathieu, je te remercie infiniment pour cette interview. C'est moi qui te remercie de cet échange et puis cette journée formidable. Et le fait de discuter comme ça avec toi ou avec d'autres gens sous forme de vidéo et tout ça, ça aussi, ça aide beaucoup. Ouais. Je te remercie. En tout cas, pour moi, ça m'aide énormément. Voilà. Merci à toi. Allez, ciao. À bientôt. Voilà, je me sens comme un homme politique qui va prendre le... Je me remplis les poumons de cette horreur pendant que tu règles... Je règle les angles. Voilà. Ok. On est parti.